Christophe Dubois, vous publiez avec Marie-Christine Taber Paris-Alger, une histoire passionnelle chez Stock, et vous êtes donc journaliste à TF1 pour l'émission 7 à 8. Vous parlez dans votre livre Paris-Alger du régime algérien en parlant d'un système et en disant qu'il est une fiction. Qu'est-ce que vous entendez par fiction ? Alors, c'est un système qui repose sur 3 piliers, la présidence de la République, les services secrets et l'armée. Et ce sont 3 piliers qui, en fait, s'influencent les uns les autres et souvent se neutralisent. Alors, c'est une fiction dans la mesure où c'est un pouvoir qu'on a du mal à appréhender. Et le mot système, c'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont des diplomates, des ambassadeurs qui ont été en poste en Algérie et qui, pour nommer le gouvernement algérien, l'appellent système parce que c'est effectivement cet agglomérat de 3 piliers auxquels il faut en rajouter un 4e depuis peu, d'ailleurs, qui est le pilier économique. Il y a beaucoup d'affaires, plus ou moins transparentes en Algérie, et ça fait partie de cette composante assez complexe, qui effectivement est une façade, parce que lorsque l'on regarde ce qu'il y a derrière, il n'y a pas grand-chose. On cite cette anecdote de Pierre Joxe, qui était président de la Cour des comptes à l'époque, qui va rendre visite à son homologue en Algérie, qui lui pose quelques questions. Est-ce que vous faites des rapports? Sur quoi travaillez-vous? Et la réponse que lui fait son homologue, c'est à chaque fois tout dépend de ce que nous dit son Excellence le Président. Donc il s'est rendu compte que derrière cette façade, c'est un exemple de la Cour des comptes, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est assez emblématique de la manière dont fonctionne le système algérien. Est-ce que, pour poursuivre ce sujet, est-ce que vous considérez du coup que Bouteflika, qui est quand même fin de règne, justement, est l'illustration de ce système qui maintenant ne fonctionnerait plus qu'à vide? Oui, le président Bouteflika en est à son 4e mandat. Et à vrai dire, lorsqu'on a commencé la rédaction de ce livre, l'enquête, on s'était dit qu'il n'y en aurait pas de 4e. Donc c'est un président qu'on a reconduit. Quand je dis « on », c'est parce que la France, même si ça n'est jamais très officiel, mais enfin forcément a un regard sur ce qui se passe en Algérie. Et c'est vrai qu'il est à l'image de ce pouvoir vieillissant, de ce pouvoir installé maintenant depuis 16 ou 17 ans, et qui est totalement à bout de souffle. Et la vraie difficulté, et c'est le cœur de notre livre, c'est que la France, d'une certaine manière, se rend complice de manière active ou passive de ce qui n'est pas une démocratie, d'un système totalement corrompu, et que la France entretient cette fiction. Et c'est ce qui pose problème. François Hollande s'est rendu une première fois en Algérie, il prévoit d'y retourner dans quelques jours. C'est assez exceptionnel d'ailleurs qu'un président en exercice se rende 2 fois en Algérie. Donc à la fois sur le plan institutionnel, on peut voir le bon côté des choses. C'est un pays sur lequel il est sain d'avoir des relations soutenues, encadrées, etc. Mais lorsque là aussi on regarde ce qu'il y a derrière, on se rend compte que c'est une fiction qui ne correspond pas à la réalité des choses, que lorsque l'on regarde d'un peu plus près, en fait il y a énormément d'irritants, c'est-à-dire de choses qui fonctionnent mal entre la France et l'Algérie. Quand vous dites que la France soutient activement ou passivement ce régime autoritaire et corrompu, comment le soutient-elle? En quoi la France est-elle complice de ce régime? L'exemple le plus caricatural, alors qui est un peu délicat, mais c'est le fait de contribuer à l'hospitalisation systématique d'Abdelaziz Bouteflika. Alors, c'est une tradition diplomatique, c'est la diplomatie médicale. On a accueilli Yasser Arafat, on accueille Bouteflika. Enfin, sur le plan du symbole, ça résume assez bien la manière d'entretenir, j'allais dire presque physiquement, ce régime. Avec cette longue période d'hospitalisation aux invalides, et cette image, là aussi, la relation franco-algérienne fonctionne avec beaucoup de symboles. Cette image très furtive d'une conférence de presse que le président algérien donne à Paris, où il passe des consignes au Premier ministre et au chef d'état-major des armées algériens. Donc Bouteflika gouverne son pays depuis la France. Il y a cette petite image furtive où on voit au-dessus d'Abdelaziz Bouteflika un portrait de François Hollande. Ça résume assez bien l'ambiguïté de cette relation entre la France et l'Algérie. La France entretient aussi ce régime par des moyens qui sont de l'ordre du tabou. On donne beaucoup de titres de séjour à des dignitaires algériens qui, eux, sont dans le paradoxe absolu, c'est-à-dire que l'Algérie continue à fonctionner beaucoup à se positionner par rapport à la France, à essayer d'entretenir un nationalisme un peu exacerbé, mais en même temps, ces mêmes personnes passent tout leur week-end à Paris.
Et la France, d'une certaine manière, entretient cette caste en leur permettant de circuler très facilement avec des cartes de résidents qui sont données de manière totalement en dehors des clous administratifs. Autre exemple, l'économie, le fait de passer des commandes, de parrainer, entre guillemets, des usines comme l'usine Renault, qui a été inaugurée en grande pompe. D'une certaine manière, ça contribue à faire fonctionner ce régime. La France soutient le gouvernement algérien depuis de longues années. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial avec François Hollande, y compris parce qu'il y a été souvent, enfin vous l'expliquez bien, mais voilà, comment vous qualifieriez son rôle dans cette relation et dans cette complicité avec le régime algérien? Alors, François Hollande surjoue un petit peu son histoire algérienne. Alors il y a fait un stage lorsqu'il était énarque, enfin à l'ENA. Son parrain d'ailleurs de stage était Bajolet, Monsieur Bajolet, qui est le directeur du service extérieur actuellement. Donc il a effectivement une petite fibre algérienne, aussi par son histoire familiale, puisque son père était partisan de l'Algérie française, sa mère pas du tout, mais donc il a vécu, comme beaucoup de Français d'ailleurs, à l'époque de la guerre d'Algérie, dans cette atmosphère familiale très, très particulière, qui a sûrement forgé aussi ses convictions sur l'Algérie. C'est probablement le chef d'État qui a fait le plus de gestes, notamment de mémoire vers l'Algérie. Il y a quelques semaines, pour la première fois, un ministre français s'est rendu à Sétif pour commémorer les massacres de mai 45, et c'était la première fois que ça se faisait. Alors certes, il y est allé, et là aussi c'est encore un petit indice de ce qui ne va pas non plus si bien que ça entre la France et l'Algérie. Il y est allé 3 semaines avant le 8 mai. Pourquoi ne pas y aller le 8 mai? Ce qui aurait quand même été plus logique, il n'y a pas vraiment d'explication. Donc c'est quelqu'un qui a renoué, qui a remis un pont entre la France et l'Algérie, parce que avec Nicolas Sarkozy, les relations étaient devenues exécrables. Bouteflika avait beaucoup d'espoir en Sarkozy, homme nouveau, qui n'avait pas connu la guerre d'Algérie. Il a été très déçu. Donc François Hollande a un peu surfé sur cette rupture, quasi-rupture des relations entre la France et l'Algérie. Et en même temps, ce qu'il a instauré est une relation très, très traditionnelle, je vais dire même un peu cynique, puisque l'on raconte dans le livre, c'est que depuis des années, François Hollande prépare les contacts qu'il a noués avec l'Algérie sont des contacts un peu ambigus, puisque ce sont des contacts exclusivement avec le FLN, le parti au pouvoir, qui a été souvent dénoncé pour ses méthodes autoritaires, qui est le parti du président, ni plus ni moins. Ce qui peut paraître un peu étonnant pour le représentant du Parti socialiste, puisque son premier voyage important qu'il a fait, il était premier secrétaire du Parti socialiste, et que l'interlocuteur naturel du Parti socialiste, ça n'est pas le FLN en théorie, c'est plutôt le Front des forces socialistes, et qui pendant des années a vu le Parti socialiste se rapprocher du FLN. Alors on s'est posé la question, mais pourquoi, en dehors du réalisme politique, effectivement, c'est le parti au pouvoir, et on s'est rendu compte que François Hollande et le Parti socialiste en règle générale a fait un lobbying important pour que le FLN intègre l'internationale socialiste, ce qui était aussi important pour le FLN, puisque c'était évidemment une manière d'avoir une certaine légitimité sur le plan international. Est-ce que les intérêts sécuritaires, tout simplement, sécuritaires de la France, y compris sur le plan intérieur de la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la guerre au Mali notamment, en gros, n'obligent pas tout simplement la France à avoir des relations avec un régime qui a des services de sécurité qui fonctionnent? Alors c'est un point déterminant, et c'est une donne nouvelle dans la relation franco-algérienne. Lorsque François Hollande fait son premier déplacement de chef d'État, c'est en décembre 2012, on est à 2 ou 3 semaines du déclenchement de l'opération Serval, la guerre au Mali. Donc c'est évident que la France ne peut pas mener cette guerre sans avoir un certain nombre de facilités accordées par l'Algérie. Donc ça va du survol du territoire algérien, ce qui est dans la symbolique quelque chose de pas évident du tout pour les Algériens d'accepter
que des avions français passent au-dessus de leur territoire, à la possibilité pour les militaires de se ravitailler en essence dans cette zone qui est totalement désertique, et aussi de pouvoir bénéficier d'un minimum de renseignements que forcément ont les Algériens dans cette zone sahélienne. Donc évidemment, c'est une donne primordiale aujourd'hui dans la relation franco-algérienne qui nous oblige à ce que ces relations soient les meilleures possibles. Et Jean-Yves Le Drian, d'ailleurs, a multiplié les voyages en Algérie. Il est plutôt d'ailleurs bien passé auprès des autorités algériennes, mais c'est un signe évidemment fort de la relation instaurée entre ces deux pays actuellement. Vous décrivez dans votre livre les réseaux affairistes franco-algériens. Et par ailleurs, vous consacrez tout un chapitre sur les acquisitions immobilières de dignitaires de la caste dont on parlait tout à l'heure, dans Paris. Est-ce qu'on pourrait avoir une affaire des biens mal acquis algériens en France ? Il y a tous les ingrédients pour qu'il y en ait une. On a un pays corrompu, avec beaucoup d'argent, l'argent du pétrole, qui est la principale ressource de l'Algérie. 98% des exportations proviennent des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Des scandales en Algérie pour le moment, l'affaire Sonatrach, où on s'aperçoit qu'une partie des dirigeants algériens, avec certains intermédiaires, détournent de l'argent. Et donc il y a une affaire pour le moment instruite en France qui pourrait s'apparenter à des biens mal acquis, c'est du recyclage d'argent a priori sale provenant de marchés conclus avec l'Algérie, des marchés pétroliers et gaziers, et cet argent aurait été recyclé dans des biens immobiliers en France. Mais c'est une affaire dont on s'aperçoit qu'elle est en fait une sous-affaire déjà instruite en Italie, etc. Mais une affaire qui serait le produit d'une plainte déposée en France ou d'une enquête menée par le parquet, il n'y en a pas. Alors, force est de constater qu'il faudrait aussi que l'Algérie dénonce des faits de cette nature pour que des enquêtes soient menées en France. Et lorsqu'on regarde ces affaires de biens mal acquis en général, on se rend compte que les enquêtes sont ouvertes en général lorsque les régimes sont déchus. Évidemment, il est beaucoup plus facile à ce moment-là d'enquêter sur un dictateur ou son entourage lorsqu'il n'est plus en fonction, ce qui n'est pas le cas actuellement, et ceci explique peut-être cela. Mais des biens acquis ou mal acquis, il y en a en France et ils sont pléthores.